Nous sommes en Amérique centrale et plus précisément au Costa Rica, où se déroule un phénomène naturel parmi les plus spectaculaires qui soient. Des milliers de tortues de mer arrivent ici ensemble pour y pondre des millions d'œufs. Durant 2 mois, une équipe de scientifiques venus de différents pays va les étudier afin de tenter de percer les secrets de leur nidification sur une plage bien particulière. C'est peut-être notre tortue. Ils comptent suivre le développement de petites tortues à partir du moment où elles ont été pondues, jusqu'à leur incubation C'est fort de voir ça. et à leur éclosion avant qu'elles n'entament leur périple dans l'océan. Pour la première fois, Allez, ma belle, vas-y. et grâce aux dernières technologies en matière de recherche, nous allons découvrir à quoi ressemble la vie au cœur d'un nid de tortues marines. Les tortues marines comptent parmi les espèces les plus anciennes de la planète. Elles règnent sur les océans depuis des millénaires et ont survécu à l'extinction des dinosaures. Certaines peuvent dépasser les 80 ans et parcourir près de 700 000 km au cours de leur vie. On dénombre 7 espèces de tortues marines, mais nous ne nous intéresserons qu'à une seule, dont la population est l'une des plus abondantes et des moins bien étudiées, la tortue olivâtre. Ces animaux pondent en groupe qui atteignent parfois plusieurs centaines de milliers d'individus. Et ces pontes n'ont lieu que sur quelques plages dans le monde. Celle d'Ostional, sur la côte pacifique du Costa Rica, est l'une des plus impressionnantes. Donnant à la fois sur la mer des Caraïbes et sur l'océan Pacifique, le Costa Rica abrite plus de 500 000 espèces animales. 5 des 7 espèces de tortues marines existantes font leur nid ici. Dans les eaux qui bordent la plage d'Ostional, les tortues femelles se rassemblent pour l'arribada, l'arrivée en espagnol. Ces arrivées en masse se déroulent en général une fois par mois, d'août à décembre, et la prochaine ne devrait pas tarder. Les femelles utilisent le champ magnétique terrestre pour retrouver la plage où elles sont nées et y pondre à leur tour. Les chercheurs pensent qu'elles intègrent la signature magnétique de leur plage de naissance lors de leur éclosion. On appelle ce phénomène l'imprégnation magnétique. Tandis que les tortues se rassemblent au large, sur la plage, le responsable de l'équipe scientifique, Roldan Valverde, se prépare pour leur arrivée. Il a construit une structure afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur d'un nid de tortues marines. Ce couvoir va lui permettre de protéger le nid tout en filmant ce qui s'y passe. Pour cela, il a enterré des boîtes transparentes contenant des caméras et des lumières infrarouges. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de filmer le contenu d'un nid. C'est très intéressant car jusqu'à présent, ma connaissance se limitait au moment de la ponte et à celui de l'apparition des petits lorsqu'ils sortent du sable. Tout ce qui se passe entre ces deux moments, je n'en sais rien concrètement. Ce sera l'une des parois du nid. Je suis en train de faire un trou qui va matérialiser la chambre de ponte. Par la suite, on pourra y déposer tous les œufs qu'on aura récupérés dans un nid creusé sur la plage principale. Comme ça, on pourra suivre tout le processus d'incubation. Un dispositif de pointe constitué d'un capteur de température et de mouvement sera inséré dans le nid. Ça ressemble à un œuf de tortue. On va l'enterrer avec les autres. Puis, on va relier l'autre extrémité à une tour de transmission. Cette technologie va nous permettre d'obtenir des données sur la température dans le nid, parce qu'elle joue un rôle crucial dans le développement des embryons. C'est ce qui détermine la durée de l'incubation.
Si les températures sont élevées, les œufs vont se développer rapidement. S'il fait plus frais, la durée d'incubation va augmenter. Et grâce au capteur de mouvement, on saura approximativement quand les petites tortues s'apprêtent à sortir du nid. Une fois le couvoir installé, le scientifique n'a plus qu'à attendre l'arrivée des femelles. Les tortues olivâtres viennent généralement sur la plage à la nuit tombée. Il est près de minuit lorsque la première apparaît. Il s'agit d'une solitaire pressée de pondre. L'occasion idéale pour Roldan de récupérer ses œufs avant l'arrivée en masse des autres femelles. Les tortues isolées sont facilement effrayées, ce qui peut les empêcher de pondre. Le chercheur se tient donc à l'écart en attendant que l'animal ait fini de creuser son nid. Il utilise une lampe frontale à lumière rouge car les tortues y sont moins sensibles qu'à la lumière blanche. J'élargis le trou pour pouvoir glisser le sac et récupérer les œufs quand ils tomberont. La femelle va pondre une centaine d'œufs par groupe de 2 ou 3. Ça représente 50 œufs par ovaire. Chaque œuf, recouvert de mucus, a un diamètre d'environ 4 cm. Sa coquille est résistante, mais souple. À l'intérieur, l'embryon est de la taille d'une tête d'épingle. Il est entouré de vitellus, qui constitue une source de nourriture pour son futur développement. Elle a pondu juste à côté d'un autre nid. Il lui a fallu à peine une quinzaine de minutes pour pondre un peu plus d'une centaine d'œufs, je dirais. On les comptera quand on les mettra dans le couvoir. C'est une bonne récolte. La tortue recouvre alors son nid. Pour cela, elle se sert de ses nageoires postérieures, puis elle tasse le sable avec son ventre. Pour finir, elle efface ses traces afin d'éloigner les prédateurs que sont les hommes, les urubus et les chiens. C'est sans doute l'une des espèces qui dissimule le mieux ses œufs. Quand elle a fini, on devine à peine la présence d'un nid. Une fois son devoir accompli, la femelle retourne en mer. Il faut maintenant mettre au plus vite les œufs à l'abri dans le couvoir. Le scientifique creuse alors le sable humide et frais pour les enfouir à une soixantaine de centimètres de profondeur. Puis le capteur est placé par-dessus afin d'enregistrer la température et les mouvements. Maintenant, il ne reste plus qu'à connecter le capteur à la tour de transmission et on va enregistrer ce qui se passe dans le nid pendant 45 à 50 jours. C'est fini. Après avoir passé quelques heures sur la plage, dans l'espoir d'assister au début de l'arribada, Roldan repart, car il n'y a pas d'autres tortues en vue. Maintenant que les œufs sont dans le couvoir, ils sont filmés en permanence. Il faut que le nid reste entre 26 et 35 degrés pour que les embryons se développent correctement. Comme l'incubation se déroule durant la saison sèche, le couvoir a été protégé de la chaleur par une toile. Dans les jours précédant l'arribada, des milliers de femelles tortues se rassemblent à environ 2 km de la côte. La scientifique Vanessa Bézi
les surveille depuis les airs grâce à un drone. Elle utilise également un autre dispositif pour observer leur comportement dans l'eau. Ces images proviennent d'une caméra temporairement fixée à la carapace de cette tortue. C'est la première fois qu'une chercheuse est en mesure d'obtenir ce type de données avant une arribada. Je vais pouvoir compléter mon étude. En plus des informations fournies par le drone, la caméra va me permettre de savoir proportionnellement combien elles sont en surface et combien de temps elles y passent. Les tortues marines sont des reptiles dotés de poumons et doivent donc remonter à l'air libre pour respirer. Cette femelle effectue des plongées allant de 7 à 28 minutes. Mais c'est surtout le temps qu'elle passe en surface qui est révélateur. La durée maximale de son passage à l'air libre est d'1 minute et 40 secondes. Depuis le bateau, j'avais l'impression qu'elle passait des heures en surface. Mais en réalité, c'était très bref. Si ces animaux passent beaucoup plus de temps sous l'eau qu'en surface, cela pourrait suggérer que les tortues aperçues depuis le drone ne sont que la partie émergée de l'iceberg et qu'elles seraient bien plus nombreuses en plongée. C'est la première fois qu'on voit ce que fait une tortue dans les jours précédant la ponte. C'est très intéressant de découvrir de leur point de vue à quoi ressemble la tente au large d'Ostional. On ne sait pas encore avec certitude ce qui pousse ces animaux à venir à terre. La plupart des théories évoquent des facteurs environnementaux comme la lune, les vents ou les pluies. L'arribada commence généralement une semaine avant la nouvelle lune. Mais Vanessa pense que le phénomène pourrait également être déclenché par des phéromones. Une phéromone est un signal chimique utilisé par les animaux pour communiquer entre eux et agir sur le comportement des autres membres de la même espèce. Donc il est possible que les tortues utilisent ce type de substance pour communiquer et synchroniser leur arrivée pour pondre. Afin d'étudier cette hypothèse, l'équipe ramène sur son bateau des femelles rassemblées près du rivage. Une tortue pesant dans les 45 kilos, la tâche n'est pas de tout repos. Les phéromones sont détectés par l'odorat. La scientifique veut donc temporairement inhiber ce sens chez les tortues capturées. Si ces dernières ne participent pas à l'arribada en même temps que les autres, cela laissera supposer que c'est parce qu'elles n'ont pas pu détecter le signal véhiculé par les phéromones. Je vais lui pulvériser du sulfate de zinc dans les narines. Et je vais passer par la bouche. Le sulfate de zinc est un agent inhibant inoffensif qui va provisoirement bloquer l'odorat de l'animal avant de se dissiper. La scientifique marque la tortue ainsi traitée pour savoir si cela affectera sa participation à l'arribada. Les premiers résultats sont encourageants. Mon approche pour essayer de percer le mystère de cette arrivée en nombre est très expérimentale. On a découvert que les tortues à l'odorat bloqué allaient pondre 1 jour plus tard. Donc ça tendrait à indiquer qu'il y a bien un signal chimique qui participe à la synchronisation de la ponte. Plus on comprendra ce qui se passe dans l'eau au large de la plage, plus on aura d'indices pour savoir ce qui déclenche l'arribada. Et c'est vraiment une recherche passionnante. La plage d'Ostional est encore vide, mais au large, on commence à voir apparaître de plus en plus de têtes de tortues. L'arribada de ce mois-ci est enfin sur le point de commencer. Les arrivées débutent par quelques silhouettes sur la plage. Leur nombre augmente au fil de la nuit.
Mais le spectacle le plus impressionnant se déroule à l'aube. Je me souviens de la première fois où j'ai vu une Arribada. On aurait dit que le sable était couvert de roches. Et puis, les roches se sont mises à bouger et j'ai compris que c'était des tortues. Partout. Au plus fort de la saison de nidification, le nombre de tortues peut aller de 50 000 à 300 000. L'Arribada la plus importante recensée sur cette plage a réuni près d'1 demi-million de tortues, ce qui représente plus de 50 millions d'œufs pondus. On pense que le phénomène de ces arrivées en masse s'est développé pour réduire l'impact des prédateurs sur la population de tortues. En clair, plus elles sont nombreuses, plus elles sont en sécurité. Les pontes vont s'étaler sur une période allant de 2 à 5 jours. Chaque femelle pond entre 2 et 3 fois par an. À la fin de la saison, la plupart entament leur migration pour aller se nourrir dans l'océan Pacifique. Leur destination est le sujet d'étude d'un autre membre de l'équipe scientifique. L'étudiante en doctorat, Christine Figener, est chargée de fixer un émetteur satellite sur certaines tortues afin de découvrir les routes migratoires qu'elles empruntent. Chaque fois que je vois une tortue pondre, je pense au fait que ces animaux sont sur Terre depuis des millions d'années. De me dire que je suis assise devant une espèce qui a vécu en même temps que les dinosaures, c'est incroyable. Une fois que la tortue a fini de pondre, la jeune femme lui fait une échographie pour déterminer si c'est sa dernière ponte de la saison. Dans ce cas, l'animal entreprendra sa migration et pourrait alors fournir à la scientifique les données qu'elle recherche. Elle ne pondra plus. C'est peut-être notre tortue. Ça, c'est super. Elle couvre les yeux de l'animal pour réduire son stress et pour pouvoir passer en lumière blanche. La carapace doit être bien lisse et dépourvue d'algues pour que l'émetteur y adhère correctement. Avec ce papier de verre, je vais enlever toutes les aspérités. La carapace est faite de kératine, un composant qu'on trouve chez l'homme dans les ongles et les cheveux. Elle se renouvelle tout au long de la vie de l'animal, ce qui provoquera à terme la chute de l'émetteur. Il est mis en place au moyen d'une colle forte à prise rapide. La scientifique décide de baptiser la tortue Margarita. C'est bon? À la différence d'autres espèces, les tortues olivâtres qui font leur nid ici effectuent une longue migration pour aller se nourrir en mer après avoir pondu. Margarita s'apprête probablement à parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Voilà l'eau. Allez, ma belle, vas-y. Les données fournies par l'émetteur concernant la route migratoire empruntée sont cruciales et pourraient permettre de mettre en place des zones de protection dans le Pacifique.
L'arrivée de centaines de milliers de tortues, mois après mois, sur la plage d'Ostional, n'est pas sans poser de problème pour les œufs eux-mêmes. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de coquilles. C'est parce qu'il y a tellement de tortues qui viennent pondre sur cette plage que lorsqu'elles creusent, elles détruisent les nids déjà présents. Les œufs en décomposition favorisent l'apparition de bactéries et de champignons qui diminuent la quantité d'oxygène dans le sable, perturbant ainsi la croissance des embryons. Vu la quantité d'œufs qui sont pondus sur cette plage, on pourrait penser qu'il y a énormément de petits qui voient le jour. Mais en raison de ce problème de contamination bactérienne, le taux d'éclosion en conditions naturelles est d'environ 8%, voire moins, ce qui est très faible. 92% des œufs pondus meurent donc lors de l'incubation. Les prédateurs constituent également une menace. Les urubus noirs se rassemblent autour des nids exposés par la marée ou par les chiens. Le rôle de protection du couvoir n'en est que plus important. Il abrite désormais 5 nids. Le premier est déjà filmé en continu. Tous ont été installés dans du sable lavé et équipés de détecteurs de température et de mouvement. Dans le couvoir, le taux d'éclosion devrait être de 80 à 90%. Étant donné que le sable est propre, les embryons devraient se développer comme il faut, ce qui peut tout changer. Six semaines plus tard, c'est le début de la saison sèche. Sur la plage d'Ostional, les températures peuvent atteindre les 36 degrés. La toile de protection placée au-dessus du couvoir devrait atténuer les effets de la chaleur. Les œufs mettent entre 45 et 50 jours pour éclore et l'incubation en est à son 40e jour. Les images semblent indiquer que tout se déroule bien. Mais le scientifique continue à surveiller la température dans le nid, car si elle dépassait durablement les 35 degrés, cela pourrait être fatal aux œufs. Les températures vont de 27 à 33 degrés. Cette faible amplitude est sans doute due à la toile qu'on a tendue au-dessus du sable. C'est une bonne nouvelle, car cette fourchette de 27 à 33 degrés est la température d'incubation idéale pour les tortues olivâtres. Au moment de la ponte, l'embryon mesure 1 mm de diamètre. Puis ses yeux, sa queue et ses nageoires se développent. Il devient alors mâle ou femelle. La carapace et les écailles se forment lors du dernier stade. Au terme de l'incubation, le petit remplira quasiment les 4 cm de son œuf. Voici à quoi doivent ressembler les petites tortues à l'heure actuelle. Roldan estime que l'éclosion devrait intervenir dans moins d'une semaine, car les températures élevées laissent présager une incubation plus courte. Pour la phase d'éclosion, l'équipe est rejointe par la scientifique américaine Lindsay McKenna. Les chercheurs ont récemment découvert que, bien que les tortues n'aient ni cordes vocales ni oreilles, elles pouvaient émettre et entendre des sons. La première fois que j'ai entendu une vocalisation, j'étais totalement aux anges. Ça ressemblait à un petit couinement. Voici le son émis par une tortue luth. Maintenant, le son émis par une tortue verte et par une tortue olivâtre. Je le repasse.
c'est son couinement. Lindsay est la première scientifique à enregistrer la vocalisation d'une tortue olivâtre quand elle est embryon. Elle a également identifié le son particulier qu'il émet avant d'éclore. Elle veut maintenant savoir s'il existe un lien entre ce qu'elle a entendu et ce que les images vont révéler. Il s'agit d'une vocalisation plus grave et plus longue que je n'ai entendue que dans des œufs. Elle veut essayer de déterminer si les embryons communiquent entre eux pour coordonner leur éclosion. Trois jours plus tard, elle obtient des éléments de réponse. Ce son présente une fréquence plus basse et il est plus long que ceux que j'ai pu enregistrer jusque-là. Une vocalisation qui provient forcément de l'intérieur d'un œuf, puisqu'il n'y a pour l'instant aucun signe d'éclosion. On n'en est encore qu'au tout début des recherches, mais on pense que ces vocalisations pourraient être un signal pour synchroniser l'éclosion, de façon à s'entraider pour sortir du nid. De par leur petite taille, les bébés tortues doivent collaborer pour se frayer un chemin dans l'épaisse couche de sable. Mais se coordonnent-ils vraiment pour le faire ? Ce son ne s'accompagne pas de réponse. On entend un son, puis plusieurs minutes ou heures passent, et on entend un autre son. Lors de mes recherches, j'ai constaté que ces sons précédaient l'éclosion de quelques heures, voire d'une journée. Donc la naissance est imminente et j'attends ça avec impatience. Au 44e jour d'incubation, Roldan ne quitte plus des yeux les images de l'intérieur du nid. Il commence à y avoir du mouvement au sein des œufs. Je vois que ça bouge au centre. Il y a quelque chose de vivant. Ça se tortille à l'intérieur. J'ai vu une nageoire bouger. Il est en train de sortir. C'est fort de voir ça pour la première fois. D'autres petits sont en train d'éclore au fond du nid. Ils ouvrent la coquille grâce à ce qu'on appelle le diamant ou dent de délivrance. Et c'est ce qui leur permet de sortir. Ce qu'on voit, c'est que l'essentiel du mouvement provient du fond du nid. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais voir du mouvement partout, pas uniquement dans une partie du nid. Le mouvement venu des œufs les plus profondément enterrés semble stimuler les autres. Et ce n'est pas tout. Le micro placé par Lindsay continue à enregistrer une activité sonore à l'intérieur du nid. Maintenant que l'éclosion est en cours, les sons longs et à basse fréquence ont laissé la place à des vocalisations plus aiguës que la scientifique peut pour la première fois associer à des images. La vocalisation est suivie quelques secondes plus tard par un mouvement collectif. Sur un laps de temps de 30 minutes, cette vocalisation se fera entendre à plusieurs reprises, ce qui pourrait indiquer que les petits communiquent entre eux. Ils ne vocalisent pas très fréquemment. Si c'est de la communication, c'est plutôt un signal. Dès qu'ils l'entendent, ils s'agitent. Mais c'est fabuleux d'entendre ça et de savoir que les tortues vocalisent. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de confirmer le but de ces vocalisations.
Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisque l'émetteur satellite de Margarita a également livré d'intéressantes informations. Après avoir quitté Ostional, la tortue est partie en direction du nord-ouest. Sa dernière position GPS la situe en pleine mer, entre le sud du Mexique et le Guatemala. Les autres femelles équipées d'un émetteur ont elles aussi nagé vers le nord-ouest pour aller se nourrir. L'une d'elles a fait près de 3000 km vers l'ouest. L'étude de Christine Figener montre qu'un grand nombre de tortues olivâtres va se nourrir dans les eaux mexicaines et guatémaltèques, ce qui pourrait inciter à protéger cette zone. Car dans cette région, comme dans le monde entier, les tortues sont menacées. Les matières plastiques qui polluent les océans blessent et tuent les tortues marines par milliers, qu'elles se prennent dans les filets de pêche ou ingèrent du plastique qu'elles confondent avec de la nourriture. Quant au réchauffement des océans, il engendrerait des conditions climatiques plus extrêmes. Tempêtes et ouragans détruisent ainsi régulièrement bon nombre de nids de tortues. Les tortues marines ont survécu à tous les changements climatiques qu'elles ont rencontrés au cours de leur histoire. Mais le principal danger qui n'a pas existé durant des millénaires, c'est l'homme. Et les activités humaines ont eu un impact colossal sur leur reproduction dans le monde entier. Heureusement, les programmes de protection mis en place depuis une vingtaine d'années commencent à payer. L'une des mesures instaurées par tous les sites dans le monde, c'est la protection des plages où les tortues font leur nid. Si vous laissez ces animaux se reproduire, ils seront capables de survivre. Certaines populations ont recommencé à croître, compensant ainsi le déclin rapide connu par d'autres. Durant des millénaires, les tortues marines ont été capables de traverser des changements climatiques à grande échelle. Mais pourront-elles s'adapter à la vitesse des transformations actuelles ? De retour dans le couvoir, Roldan continue à surveiller l'éclosion. Les périodes d'intense activité alternent avec les périodes de repos qui durent parfois jusqu'à 45 minutes. Elles sont en train de préparer leurs muscles pour l'effort physique qu'elles vont devoir accomplir lorsqu'elles vont s'éloigner du nid. Ils découvrent également comment les petits se nourrissent à l'intérieur, puis à l'extérieur de l'œuf. Cette tache blanche qu'on voit ici, sous la tête du petit, c'est le sac vitellin. Il est essentiel, car il contient des protéines qui constituent une formidable réserve d'énergie que l'animal va pouvoir utiliser pour alimenter son métabolisme. C'est ce qui va lui donner la force de sortir du nid et d'aller jusqu'à la mer. Durant les 6 heures qui suivent et qui marquent le 45e jour d'incubation, les images vont révéler comment les petites tortues sortent du nid. On voit une accumulation de coquilles tassées au fond du nid. Et il y a du sable un peu partout. Ce que je croyais être du sable, en fait, ça n'en est pas. Ce sont des petits. Ils bougent, ils s'arrêtent, ils bougent, ils s'arrêtent. Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas un mouvement continu. C'est très intéressant. Les coquilles brisées finissent par se compacter au fond du nid, créant alors une poche d'air au-dessus. Durant les 7 heures suivantes, les petites tortues vont continuer à s'agiter toutes les 7 minutes environ
se hissant peu à peu vers la surface. Les petits qui sont tout en haut ont tendance à faire ce mouvement-là, ce qui fait tomber un peu de sable, et ils vont monter comme ça. C'est fascinant à voir. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils procédaient comme ça. Au cours du 46e jour, les petits continuent à repousser la poche d'air vers le haut. Il y a tout le plafond du nid qui vient de leur tomber dessus. Je me demande ce que ça fait. Ça doit être lourd. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais j'espère qu'ils vont pouvoir continuer à monter vers la surface. À mesure que le sable continue de tomber, il fait disparaître les petits. « 30 minutes plus tard, ils sont devenus totalement invisibles. Le scientifique décide alors de se rendre sur la plage. Des petits en provenance de l'un des 5 nids pourraient bien émerger ce soir. Il ne lui reste plus qu'à attendre. C'est le grand moment. Subitement, il y a du mouvement dans le sable. Ça bouge. Ce petit cratère qui s'est formé ici m'indique l'endroit exact où elles vont sortir. Ça ne devrait plus tarder. C'est le début de la fin. Ouais. Je vois une tête juste là. Ça bouge. Allez. C'est normal qu'il y en ait une ou deux qui sortent avant les autres. La tête est sortie. Bientôt, on va voir une nageoire apparaître. Il y en a une autre qui sort juste à côté. Je pense que les autres sont juste en dessous. Plusieurs petites têtes pointent en surface. Elles ont l'air en bonne santé et très actives. Elles sont magnifiques, ces petites tortues. C'est au tour des occupantes d'un autre nid de sortir du sable. Des occupantes de 6 cm de long. Elles se dirigent vers le point le plus brillant, à savoir l'océan, où se reflète la lumière de la Lune. Elles se servent de la pente naturelle du sable pour y aller. Comme leur mère avant elles, elles s'imprègnent de la signature magnétique unique de cette plage qui leur permettra de revenir ici à l'âge adulte. Les spécialistes ne savent pas exactement à quel moment cette imprégnation intervient, mais ils pensent que ça pourrait être dans le nid ou lors de cette traversée jusqu'à l'eau. Il faudra encore quelques jours pour que toutes les petites tortues sortent des 5 nids du couvoir. Affronter les vagues est un autre défi de taille.
Certaines entrent dans l'eau très vite et sans problème. D'autres sont repoussées plusieurs fois. C'est quelque chose d'épuisant qui leur demande beaucoup d'énergie. Si elles parviennent à entrer dans une vague tête la première, la force de la houle va les entraîner loin du rivage. Pour rester en vie, elles doivent maintenant quitter au plus vite les eaux côtières qui fourmillent de prédateurs pour rejoindre les courants océaniques qui les emmèneront vers des eaux plus profondes et plus sûres, où elles pourront se nourrir, grandir et peut-être atteindre l'âge adulte. Finalement, ce sont 424 bébés tortues qui sont sortis des 5 nids du couvoir. Et ce, pour 485 œufs déposés, ce qui représente un taux d'éclosion de 87%, soit environ 10 fois plus que le taux de la plage principale. Pour Roldan, ces éclosions ont été le point culminant d'une expérience riche en enseignements. Ce qu'on a appris va nous aider à mieux comprendre ces animaux, parce qu'il est important de savoir comment ils vont pouvoir survivre et surtout comment ils risquent d'être affectés par les changements climatiques. Bien que ces recherches n'en soient qu'à leur balbutiement, les progrès techniques ont révolutionné la façon dont les scientifiques peuvent aujourd'hui étudier ces animaux fascinants. Comprendre les premiers moments de la vie de ces tortues est peut-être l'un des éléments qui nous permettra de mieux les protéger à l'avenir.